Donc ce podcast est enregistré en partenariat avec, l'association Assas Légal Innovation, qui s'intéresse à tout ce qui est innovation et technologie en rapport avec le droit. Et donc aujourd'hui, c'est le pôle Digital Contracts, qui est présent, pour ce podcast. Bonjour Thibaut, merci de nous accorder cet entretien. Est-ce que vous pourriez nous résumer votre parcours? Oui, bonjour. Tout d'abord, enchanté de faire votre connaissance digitale, mais ça tombe bien parce qu'on va parler de sujet du digital, donc j'imagine que ça fait sens. Mon parcours est relativement classique, en tout cas pour les premières années. J'ai fait 5 ans d'études de droit en France, avec un Master 2 en droit de la concurrence. Ce après quoi, je suis parti faire un LLM à New York, spécialisé en nouvelles technologies. Et à mon retour en France, donc 1 an après, j'ai commencé une thèse en co-tutelle avec une professeure de droit français de la concurrence et un professeur de droit américain de la concurrence. Et donc, le sujet de ma thèse était, et toujours d'ailleurs, l'innovation prédatrice en droit de la concurrence. Et bien entendu, c'était un concept que j'ai donc étudié sous le prisme du droit européen et américain de la concurrence. Donc voilà, j'ai réalisé une thèse que j'ai écrite en 3 ans et demi. En parallèle, j'étais juriste cadre dans plusieurs cabinets de droit américain de la concurrence à Paris. Et donc, à la suite de ma thèse, j'ai continué à exercer pendant 1 an et puis je suis devenu donc professeur assistant de droit de la concurrence à l'Université d'Utrecht en juillet 2018. Donc, il y a déjà un peu plus de 2 ans. Merci beaucoup. Et alors, pourquoi est-ce que vous êtes intéressé au départ au droit de la concurrence? Ah, très bonne question. Je me souviens encore avec émotion de mon tout premier cours de droit de la concurrence, je crois en L3. C'était un cours de 2 heures à l'époque à l'université de Montpellier où j'étais inscrit. Et à la fin de la première heure de cours, je me souviens de m'être retourné auprès d'un de mes camarades et lui avoir dit « ça y est, c'est bon, c'est ça que je veux faire pour le restant de mes jours ». Pour l'instant, c'est vrai. On verra si ça continue de l'être. Je pense que ce qui m'a plu, c'est le fait qu'on sorte d'une matière qui soit juridico-juridique et qui se regarde finalement un peu elle-même. Je trouve qu'on le fait quand même trop en droit de la concurrence, malheureusement. Mais en tout cas, c'est vrai que dans les fondements même du droit de la concurrence, on retrouve l'économie et de plus en plus les nouvelles technologies, ce qui impose vraiment d'avoir un aspect interdisciplinaire qui ne permet pas simplement d'éclairer le droit de la concurrence, mais qui en fait est véritablement le fondement de ce droit-là. Et donc, je pense que c'est ce qui m'a plu, en tout cas, c'est ce qui me plaît aujourd'hui. Donc, c'est la raison de ce pourquoi je l'enseigne et fais ma recherche dans ce domaine. Alors, quel est exactement votre domaine de recherche en ce moment, puisque vous êtes donc affilié à Stanford et professeur en ce moment à Utrecht? Quels sont vos domaines de recherche plus précisément? Le domaine principal, c'est l'intersection entre le droit de la concurrence et la blockchain, qui fait partie d'ailleurs des sujets que nous allons évoquer aujourd'hui ensemble. Alors là, ce pourquoi je me suis porté vers ce sujet est plus ou moins curieux. En réalité, j'avais décidé d'écrire 1 ou 2 paragraphes de mémoire dans ma thèse quelques semaines avant de la rendre. C'était en 2016. En ayant entendu parler de la blockchain, je m'étais dit, bon, sait-on jamais, des fois que ça devienne une technologie importante, ça serait bien d'avoir 2 paragraphes dans la thèse, histoire de dire que j'avais vu qu'effectivement, c'était quelque chose qui pouvait compter pour le futur. Et donc, ma thèse a été publiée. Certaines personnes l'ont achetée, visiblement. En tout cas, certaines personnes qui travaillaient à l'OCDE ont mis la main dessus, ont lu ces 2 paragraphes. Et sur la base de ces simplement 2 paragraphes, et à l'époque, en fait, je savais vraiment véritablement rien de la blockchain, ont décidé de m'inviter à être expert dans l'une des tables rondes pour la première table ronde, donc en juin 2018, sur le sujet blockchain concurrence. La table ronde était 4 mois après l'invitation. Donc, et à l'époque, j'ai travaillé en cabinet, mais je me souviens d'avoir véritablement sacrifié toutes mes soirées, mes nuits, mes week-ends pour essayer de comprendre la blockchain. Je me souviens aussi d'avoir rédigé une liste de 30 questions qui revenaient constamment dans mes recherches, de les avoir envoyées à plusieurs personnes. Et dès que je recevais une réponse, des réponses concordantes, je mettais de côté, je considérais que c'était comme acquis. Et donc voilà, j'ai progressé un peu de la sorte et depuis, c'est devenu un véritable... alors, il ne faut plus trop utiliser le mot, mais
en tout cas, j'avais coutume de dire que c'était devenu un véritable virus de cerveau, en ce sens que c'est vraiment quelque chose auquel je pense, même en dehors de ma recherche, mais dans ma vie quotidienne, en permanence, je me dis, si ça c'était décentralisé, ça fonctionnerait comme ça, etc. C'est le premier thème et je m'apprête à m'embarquer dans une deuxième aventure. C'est pas encore public, mais désormais ça le sera, j'imagine, d'étudier comment les nouvelles technologies peuvent aider le droit, et notamment aider le droit de la concurrence, et plus encore les autorités de concurrence, afin qu'elles améliorent et leurs process et leurs analyses. On parle souvent, et c'est d'ailleurs ce dont on va parler aujourd'hui, de comment les technologies présentent de nouveaux défis pour le droit, ce qui est vrai, mais je pense que ça peut également présenter une capacité d'amélioration pour les autorités. Et donc, c'est un projet que je m'apprête à lancer au sein de l'université de Stanford. Merci beaucoup pour cette exclusivité sur vos prochains travaux. Est-ce que vous pourriez, pour revenir rapidement dessus, nous présenter vraiment en 2 mots votre thèse sur donc, l'innovation prédatrice en droit de la concurrence? De quoi parle-t-on? Oui, bien sûr. Donc, le concept d'innovation prédatrice, j'en suis pas entre gros guillemets, le père fondateur. C'est un concept qui a été introduit timidement dans la littérature américaine au début des années 70, sans vraiment que ce soit défini. On a ensuite eu 2 articles au début des années 80 qui ont vraiment traité du sujet, et puis ensuite ça a été le grand silence pendant presque 30 ans. La définition que j'ai donnée à l'innovation prédatrice, c'est l'altération de caractéristiques d'un produit. En l'occurrence, je m'intéressais au marché digital, donc de produits numériques et digitaux, non pas pour améliorer le produit, mais pour réduire ou éliminer la concurrence. Et le sujet de ma thèse était de traiter, 1, de ce concept d'innovation prédatrice, de l'expliquer, 2, de lui donner un cadre juridique, c'est-à-dire d'expliquer ce que les autorités de concurrence et potentiellement les cours de justice peuvent faire lorsqu'elles sont confrontées à une innovation prédatrice potentielle, précisément quel est le test légal qu'elles doivent mettre en œuvre afin, idéalement, d'éviter ce qu'on appelle les erreurs de type 1 et 2. Les erreurs de type 1 sont les condamnations de pratiques qui en fait étaient bonnes pour le consommateur. Les erreurs de type 2, ce sont l'absence de condamnation de pratiques qui en réalité étaient anticoncurrentielles. Donc j'ai essayé de développer un test pour écarter ces erreurs et de type 1 et de type 2. Et ensuite, j'ai donc reparcouru la jurisprudence, principalement la jurisprudence américaine, pour appliquer le test que je venais de développer dans la partie 2 de la thèse et voir si j'aboutissais à un résultat différent que celui des cours de justice. Et dans certaines situations, effectivement, le résultat était différent. Dans d'autres situations, le résultat était similaire. Donc voilà quel était le sujet de ma thèse. C'est un sujet sur lequel j'ai continué à travailler, sur lequel j'ai publié notamment aux États-Unis et qui continue de m'intéresser. Et d'ailleurs, très récemment, je crois la semaine dernière ou il y a 15 jours, donc on est en novembre, donc je pense fin octobre, l'autorité de la concurrence française a annoncé qu'elle refusait des engagements d'une entreprise qu'on peut citer puisque c'est public, qui est Sony. Et en fait, Sony est accusé d'avoir modifié ses PlayStation 4, faisant en sorte que lorsqu'une manette non officielle était branchée sur la console, Sony enregistrait l'information et à la prochaine mise à jour de sa console, faisant en sorte que la manette ne fonctionne plus. Je ne sais pas si en l'occurrence c'est effectivement ce qu'a fait Sony, je ne sais pas quelles sont les raisons derrière la pratique, mais en tout cas ça ressemble à une pratique qui pourrait être qualifiée d'innovation prédatrice. Donc je continue à regarder ce sujet de près également, et dans le milieu de la blockchain et des plateformes, etc., ça me semble aussi être un sujet intéressant. Il y a aussi un deuxième sujet qui revient dans vos derniers articles et aussi dans vos dernières vidéos, puisque vous avez commencé à publier des vidéos expliquant un peu vos recherches, c'est la théorie de la granularité. Est-ce qu'en 2 mots, vous pourriez nous expliquer de quoi il s'agit? Alors, sans vouloir être trop technique, mais en l'occurrence, l'avantage du droit de la concurrence, c'est que c'est un droit qui est très technique, mais dont les principes et les fondamentaux sont très simples à comprendre. Le droit de la concurrence se focalise sur un seul niveau d'analyse, qui est l'entreprise, la firme. Et en fait, le droit de la concurrence ne regarde que ça. C'est-à-dire que oui, c'est vrai que parfois on mentionne le marché. Est-ce que le marché des réseaux sociaux est très dynamique? Est-ce qu'il ne l'est pas, etc. Mais en réalité, lorsqu'on vient appliquer le droit de la concurrence, on ne l'applique qu'à la firme et on ne descend jamais plus bas. C'est-à-dire qu'on ne regarde jamais vraiment ce qui se passe au sein de la firme
Or, on sait par la littérature économique que l'innovation vient certes de l'organisation des firmes, mais aussi de certains employés qui sont talentueux, etc., etc. Et en fait, je pense que ça fonctionne plus ou moins, c'est très compliqué, mais plus ou moins lorsqu'on applique le droit aux firmes telles qu'on les connaît, Apple, Facebook, la SNCF, peu importe. Mais en réalité, lorsqu'on arrive sur des communautés qui sont décentralisées, la blockchain, c'est un bon exemple, mais il y a aussi tous les mouvements open source qui ont développé Linux, qui ont développé Android, etc. En fait, on se rend compte que rester concentré sur la firme ne fait plus aucun sens, puisqu'en fait, l'organisation de ces communautés n'est pas vraiment verticale, mais au contraire est horizontale. Et donc, mon idée de la théorie de la granularité est de dire il faut descendre d'un cran de notre niveau d'analyse et aller comprendre quelles sont les relations des personnes au sein de ces communautés open source, au sein de ces blockchains, et pas seulement en quelque sorte de regarder d'en haut, comme on fait toujours en droit de la concurrence, ce qui, une fois encore, fonctionne quand on parle d'entreprise, mais ce qui fonctionne beaucoup moins bien pour ces communautés-là. Très bien. Nous allons maintenant passer au troisième thème de ce podcast, qui est un peu l'actualité et le droit de la concurrence. Est-ce que vous pouvez peut-être tirer ce qu'on peut tirer des enseignements de la crise sanitaire en matière de concurrence, notamment je pensais en matière de preuves, avec voilà, tous les Zoom, tous les Teams, tous les Skype qui ont été organisés par des entreprises pour s'organiser, pour réagir à la crise. Et parfois, il y a eu peut-être des ententes ou peut-être des collusions entre concurrents. Est-ce que, d'après vous, la situation actuelle est différente des enquêtes habituelles des autorités de concurrence? Est-ce que ces Zoom, ces Teams, peut-être vont faciliter la charge de la preuve? Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Il me semble qu'il y a deux sujets distincts. Le premier, c'est véritablement le sujet de la crise et donc potentiellement de la nécessité pour certaines entreprises de s'entendre plus ou moins afin de pouvoir survivre, parce que sinon les temps économiques sont et vont être très difficiles. Sur ce sujet, une fois encore, et souvent j'y fais référence, mais les travaux de l'OCDE sont excellents. Ils ont d'ailleurs une page dédiée concurrence et Covid-19, dans lequel ils ont essayé un peu de faire l'état de l'art. Beaucoup a été publié. Pour répondre à votre question, est-ce qu'il y a un consensus ou alors est-ce qu'on peut en tirer des enseignements? À mon sens, non. Il y a trop de réponses divergentes qui ont été apportées. Certains disent c'est OK finalement de s'entendre parce qu'il y a une crise. D'autres disent non, c'est justement là où il faut appliquer le droit de la concurrence et protéger le consommateur. Donc difficile de trouver des enseignements. L'autre volet, c'est le volet qui est purement technologique, ce à quoi vous faites aussi référence avec... on le voit, et d'ailleurs aujourd'hui on réalise, sans citer le nom, mais ce podcast sur un de ces services numériques, et on comprend bien qu'en fait on est de plus en plus non seulement dépendant, mais aussi ce qui est intéressant, c'est que ces services numériques, ces plateformes, ces agrégateurs organisent notre société de plus en plus. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans la presse, pour des raisons qui, à mon avis, sont au moins en partie politiques, on a coutume de lire des articles expliquant que ces géants de la technologie sont des entreprises absolument mauvaises et dangereuses pour la démocratie. Ce qui est très intéressant, c'est qu'avec l'apparition du Covid-19, on a commencé à voir des articles, notamment dans le New York Times ou le Washington Post, expliquant qu'effectivement, c'était quand même bien pratique de pouvoir utiliser Zoom, c'était quand même bien pratique de pouvoir travailler chez soi, etc., etc. Est-ce qu'une fois encore, ça va impacter les autorités de concurrence ou en tout cas notre perception de ces entreprises? Je ne suis pas sûr. Et d'ailleurs, on le voit, il y a des récentes enquêtes qui ont été ouvertes contre Google. Le Congrès américain, avant les élections, qui a publié un rapport de 449 pages expliquant qu'il fallait démanteler ces entreprises. Donc, je ne suis pas certain. Peut-être qu'effectivement, pour ce qui est du grand public, ça va changer un peu notre perception de ces entreprises. Pour ce qui est du régulateur et des politiques, je suis très peu enclin à penser qu'effectivement, ça change la politique des autorités. Une fois encore, pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a effectivement des pratiques qui doivent être punies, qui sont mises en œuvre par ces entreprises. Et la deuxième, je pense, c'est des raisons qui sont plus politiques. Il y a une vraie crainte de la part des politiques de ces entreprises, parce qu'effectivement, si Google décidait demain d'enlever complètement le nom d'un candidat à n'importe quelle élection de Google, cette personne ne serait probablement pas élue.
Et donc, effectivement, il y a cette crainte-là, et je pense que cette crainte ne partira pas. Et donc, une fois encore, des enseignements, j'aurais bien du mal à en tirer. Et j'en reviens toujours à cette phrase que j'aime beaucoup: de toute façon, les prédictions sont très difficiles, surtout lorsqu'il s'agit du futur. Donc, je ne vais pas m'y essayer aujourd'hui, et je suis désolé de ne pas pouvoir vous apporter une réponse plus concrète à cette question. Alors, puisqu'on parle de régulation de ces géants du digital, est-ce que on a eu un petit peu le Digital Services Act voulu par la Commission? Est-ce que pour vous, ce texte législatif est en bonne voie pour répondre aux enjeux du numérique? Et sinon, qu'est-ce que vous feriez si vous étiez la Commission à propos de cet acte? C'est difficile parce que, bon, déjà pour cet acte, il y a une partie qui traite de tout ce qui est fake news, protection de la démocratie, etc. Bon, ce ne sont pas vraiment mes sujets de recherche. Comme tout le monde, j'ai un avis, mais pas un avis très éclairé sur la question. Pour la deuxième partie du Digital Service Act auquel vous faites référence, il y a 2 sous-parties. La première vise à établir une liste, ce qu'on appelle les blacklists en droit de la concurrence, une liste de pratiques qui devraient être interdites quoi qu'il arrive. Alors, on ne sait pas vraiment si elle s'appliquerait uniquement à des entreprises numériques ou à toutes les entreprises en position dominante ou à d'autres entreprises, etc. C'est encore peu clair parce que le texte n'est pas publié. Mais en tout cas, l'idée, c'est bien de dire, par exemple, interdiction pour Amazon de mettre en avant ses produits, ce qui a été qualifié de self-preferencing, etc., etc. Là, je suis très peu confiant sur la capacité des autorités de concurrence, des experts, des académiques et d'à peu près tout le monde à pouvoir établir une liste qui interdit seulement des pratiques qui sont dans 100% des cas toujours mauvaises et qui laisse la légalité à des pratiques qui, au contraire, sont bonnes pour le consommateur. Et d'ailleurs, c'est un exercice très intéressant et auquel je suis confronté lorsque j'enseigne les premières heures de droit de la concurrence et lorsque j'essaie de trouver des exemples de pratiques qui sont toujours mauvaises pour le consommateur. C'est en réalité très difficile. Donc, cette idée de blacklist, pas certain qu'on aille dans la bonne direction. Il y a une autre idée ensuite, qui est une idée plus structurelle. Effectivement, on sait de la science économique que la structure des marchés, c'est-à-dire typiquement le nombre d'entreprises sur le marché et les caractéristiques sont très importants, notamment pour l'innovation. On sait que certaines des entreprises de la tech rachètent des startups pour pouvoir étouffer les produits plutôt que d'éviter que les produits les remplacent. C'est une réalité. En revanche, dans quelle mesure est-ce que ces entreprises le font? On ne le sait pas. Et quelles sont les mesures à prendre pour interdire ces pratiques-là? On ne sait pas non plus. Donc, pour répondre à votre question, ce que je ferais, il me semble que la démarche française et américaine est très intéressante au niveau de l'autorité française de la concurrence et de la FTC aux États-Unis. Les 2 autorités ont dit les sujets sont importants, ça je pense qu'on peut se mettre d'accord. On ne sait pas trop quoi faire aujourd'hui pour ne pas, une fois encore, créer des erreurs de type 1 ou 2. Donc ce qu'il faut faire, c'est regarder toutes les opérations d'acquisition de ces entreprises durant les 10 dernières années et essayer de comprendre. Essayer de comprendre quand est-ce qu'elles rachètent une start-up pour étouffer le produit, ou au contraire, quand est-ce qu'elles rachètent la start-up pour pouvoir injecter des fonds et permettre au produit de se développer, etc. Et sur cette base, potentiellement, on pourra trouver des patterns et effectivement comprendre que dans certaines situations, il faut plus ou moins les interdire ou pas. Mais tout ce qui est très systématisation du droit, interdiction formelle et tout ce qui évite le cas par cas, ça me semble véritablement aller contre des dizaines d'années de jurisprudence en droit de la concurrence, où on s'est efforcé de comprendre la science économique, depuis 5 ans de comprendre les technologies, pour essayer justement d'avoir des décisions au cas par cas. Je comprends que ça coûte cher, je comprends que ce soit long, mais il me semble que c'est quand même ce qu'on a de mieux à faire pour protéger l'innovation. Donc, dans l'ensemble, je suis très peu confiant quant à ou en tout cas à la capacité de la Commission à mettre en œuvre un texte qui non seulement ne crée pas des effets néfastes pour l'innovation, mais qui, de toute façon, augmente le bien commun. Je le souhaite, mais malheureusement, je ne le pense pas. Alors, puisque nous parlons d'innovation, nous allons passer au dernier thème de cet entretien, qui est donc le thème que vous avez choisi, celui des smart contracts et de l'antitrust. Thibaut, pourquoi avoir choisi ce thème? Et puis, qu'est-ce que les smart contracts?
Alors, les smart contracts, c'est un concept qui a été, semble-t-il, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, inventé par un chercheur, investisseur, plus ou moins maintenant personnage de l'extrême droite américaine qui s'appelle Nick Szabo, qui donc a écrit, je crois, pour un article publié à l'université d'Amsterdam, il me semble, en 1991, mais à vérifier, un court article expliquant le smart contract. Et en fait, il donne une analogie qui est assez simple à comprendre et qui est en fait tout à fait valide entre un smart contract et un distributeur de boissons. Lorsque vous arrivez devant un distributeur de boissons, vous n'avez pas vraiment le choix de négocier le prix, voire pas du tout. Vous n'avez pas non plus le choix de négocier le type de produit parce qu'il y a les produits dans le distributeur et puis le reste n'y est pas. Et la transaction est en fait pré-automatisée, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de mettre une pièce, sauf s'il y a une boisson qui est irrésistible pour vous, mais jusqu'à preuve du contraire, vous n'êtes pas obligé de le faire. En revanche, lorsque vous mettez la pièce qui correspond au montant, vous, effectivement, récupérez la boisson et un contrat, en quelque sorte, a été passé entre, pas véritablement la machine, mais le fabricant de la boisson ou le distributeur et vous-même. Et en fait, le smart contract, c'est un peu pareil, sauf que ça fonctionne non pas dans le monde réel, mais dans le monde digital. Ce que vous faites, c'est que vous designez un code informatique que vous pouvez écrire dans le langage de votre choix, et vous dites, lorsque plusieurs ou peut-être même une seule condition sera remplie dans le futur, et si elle l'est, ce n'est pas obligé qu'elle le soit, la transaction sera automatisée et sera exécutée de la sorte. Par exemple, vous pouvez dire, et c'est déjà utilisé dans certains États aux États-Unis, si le loyer est payé, je veux automatiquement que la serrure de l'appartement, si c'est une serrure digitale, se débloque. Un autre exemple, et ça a été mis en œuvre par AXA en France et en Europe, si l'avion est en retard de plus d'une heure, je veux que automatiquement les passagers reçoivent 10% de la valeur du billet, ce qui nous éviterait par ailleurs le petit ticket qu'on a tous connu en restant bloqué dans un train de la SNCF pendant plusieurs heures, sur lequel il faut aller sur un site internet qui ne fonctionne pas parce qu'il y a une erreur. Enfin bon, bref, on connaît tout ça. Donc c'est l'idée du smart contract, et ce pourquoi il y a un véritable regain d'intérêt des smart contracts quand on en arrive à la blockchain, tient au fait qu'en fait le smart contract, c'est une application de la blockchain. Il y en a de nombreuses. Les crypto-monnaies sont une autre application. On peut avoir l'équivalent d'un Uber, l'équivalent d'un Airbnb qui fonctionne sur une blockchain. Le smart contract est une de ces applications, et toutes les applications qui fonctionnent sur la base d'une blockchain bénéficient des caractéristiques d'une blockchain. Donc la question, bien sûr, qu'est-ce qu'une blockchain? Alors là, on pourra en parler des heures, mais si je veux vous le faire en 10 secondes, une blockchain, c'est une infrastructure qui a plusieurs caractéristiques, dont le fait d'être immuable, c'est-à-dire que lorsqu'une information est mise dans la blockchain, il est très très difficile, sinon impossible, de la supprimer. La blockchain est décentralisée et distribuée, c'est-à-dire que toute information qui est mise sur la blockchain est accessible par l'ensemble des utilisateurs de la blockchain, et par ailleurs, aucun de ces utilisateurs ne peut supprimer l'information sur son ordinateur ou l'ordinateur de quelqu'un d'autre, et la blockchain est pseudonyme. C'est-à-dire que lorsque vous l'utilisez, ce n'est pas votre véritable identité, celle de votre passeport qui apparaît, mais un pseudo qui vous a été attribué. Et donc, si le smart contract fonctionne sur la base d'une blockchain, le smart contract devient distribué, décentralisé, anonyme, mais surtout, il devient immuable. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est mis sur la blockchain, il est impossible, même pour chacune des deux co-contractants, d'empêcher ce smart contract. Et ça crée d'énormes problèmes juridiques, parce que si, admettons, les deux co-contractants décident d'enlever le contrat, eh ben, ils ne peuvent pas le faire, mais ça crée aussi de la confiance, puisque vous savez que quoi qu'il arrive, le smart contract sera exécuté si les conditions sont remplies. Et donc, c'est quelque chose qui est fondamental, non seulement pour la façon potentiellement par laquelle on va organiser nos sociétés, et surtout en droit de la concurrence, puisque le droit de la concurrence, en réalité, de façon très, très simple, c'est le droit des transactions entre entreprises. Et donc, puisque les smart contracts changent la façon qu'ont les entreprises ou les individus d'entrer en contrat les uns avec les autres, forcément, il y a une implication qui est très importante pour le droit de la concurrence. Donc là, en fait, vous venez de nous brosser un petit peu le portrait de la technologie qu'est le smart contract et de ce qu'est la blockchain.
et vous avez un petit peu parlé de quels étaient les liens que cette technologie entretenait avec le droit de la concurrence. Quelle est votre théorie, vous, des relations entre les smart contracts et l'antitrust? Une fois encore, je vais faire mon juriste très classique, réponse en 2 temps, ça dépend. Dans un premier temps, je pense qu'effectivement, et c'est quand même ce qui doit l'emporter, il faut garder à l'esprit que le droit de la concurrence vient des États-Unis. Il s'appelle antitrust aux États-Unis, et c'est pas trust au sens de confiance, je te fais confiance, mais trust au sens de ces entreprises qui avaient un pouvoir économique très important à la fin du 19e siècle. Et le droit de la concurrence vient de cette volonté-là d'empêcher d'énormes entreprises d'abuser du consommateur. La blockchain est beaucoup plus récente. On date son apparition du papier d'une personne qui s'appellerait Satoshi Nakamoto. Il y a des théories complotistes en veux-tu en voilà sur sa véritable identité. La théorie que j'aime bien, c'est qu'en fait, ce ne serait pas une personne, mais un robot qui aurait écrit cet article et développé la blockchain. J'aime plutôt bien l'idée. Toujours est-il que la blockchain vient donc date de 2009, mais l'idée est la même de la blockchain. La blockchain, l'idée, comme je vous l'ai dit, c'est de décentraliser, de distribuer, et finalement, en quelque sorte, de rebattre les cartes qui permettent à nos sociétés d'entrer en contrat et de réaliser des transactions. Donc, d'une façon très globale, et c'est le premier temps de ma réponse, blockchain et droit de la concurrence égale le même objectif. C'est-à-dire on décentralise, on redistribue le pouvoir et on s'assure que le pouvoir économique ne soit pas capturé. Ça, c'est le premier temps je ne sais pas si c'est ma théorie, mais en tout cas, c'est ce qu'on a développé dans un article que j'ai coécrit avec Vitalik Buterin, qui est le créateur de la seconde plus large blockchain qui s'appelle Ethereum. Dans un second temps, en revanche, et je pense qu'en réalité, les 2 pans de ma réponse se complètent, et c'est un article que j'ai publié au journal de droit et technologie de la faculté d'Harvard, je pense que les smart contracts présentent également un danger pour le droit de la concurrence, parce qu'effectivement, s'ils permettent d'automatiser les relations, ça va permettre de faciliter notamment les ententes entre entreprises, et à mon sens, pas complètement d'éliminer tous les problèmes qui font que les ententes disparaissent. Si je fais une entente avec vous, mais que l'un d'entre vous supporte Rafael Nadal, par exemple pris au hasard, et moi Roger Federer, on peut se disputer dans la vraie vie et ne plus vouloir de notre entente entre nos 2 entreprises, donc ça ne change rien. Par contre, tous nos désaccords potentiels vis-à-vis de la gestion même de l'entente, ça, par contre, ça tend à disparaître si j'utilise un smart contract qui automatise notre relation et la rend tout à fait fluide. Et ce pourquoi je pense que le premier temps de ma réponse et le deuxième sont complémentaires, c'est que c'est très bien de dire que la blockchain et le droit de la concurrence vont dans la même direction. Il faut le garder à l'esprit quand l'un va impacter l'autre. En revanche, il ne faut pas se cacher les yeux sur le danger que représentent les smart contracts. Et à mon sens, savoir apporter une réponse à ce danger permettra d'autant plus que la relation entre blockchain et droit de la concurrence soit harmonieuse. Donc c'est un peu finalement, pour le coup, la philosophie de l'ensemble de mes travaux qui tend à demander un rapprochement entre technologie et droit, ce qui est quelque chose de très curieux pour le juriste, puisqu'effectivement, on a toujours connu des organisations de nos sociétés, depuis l'apparition de l'état de droit, dans lequel le droit est la première contrainte et la contrainte suprême qui régit toutes nos relations. Et tout le reste doit finalement bien fonctionner sous l'égide du droit. Je pense que potentiellement, et on le voit encore avec la crise du Covid, on a de plus en plus intérêt à utiliser les technologies, on est de plus en plus dépendant vis-à-vis de ces technologies, et donc mon raisonnement global tend peut-être à penser que ces technologies gagnent en importance, deviennent une contrainte très importante sur nos sociétés, et potentiellement, oui, le droit pourrait les empêcher, mais ce n'est pas dans l'intérêt, et si les 2 pouvaient travailler ensemble, droit et technologie, à mon sens, le bien commun s'en trouverait augmenté. Donc voilà un peu du très petit à l'infiniment plus large l'ensemble de mes travaux de recherche de ces 2 ou 3 dernières années. Alors, merci beaucoup pour avoir posé ce cadre un peu entre effectivement cette nouvelle technologie qui réapparaît et qui est d'autant plus forte avec la blockchain, cette relation entre smart contract et antitrust. Quels sont selon vous
les effets qui seraient déjà présents et éventuellement à venir de ces smart contracts sur le phénomène très actuel de digitalisation du droit de la concurrence? Oui, c'est une très bonne question. Je vais essayer de ne pas être trop technique. À mon sens, il faut faire une distinction, une fois encore, entre deux parties. La première, c'est l'impact qu'ont les smart contracts sur le fonctionnement même des blockchains. Effectivement, les smart contracts, en automatisant les transactions, permettent d'organiser les blockchains et tout ce qui se passe à l'intérieur de la blockchain. Et ça, il y a un premier effet qui potentiellement est très important, parce que Bain, PwC et Gartner et plusieurs autres entreprises de conseil technologique estiment qu'entre 2025 et 2030, selon les estimations, on se servira de la blockchain pour à peu près, si mon souvenir est exact, réaliser 7 trillions, alors je ne sais même plus comment on le traduit en français, billions, 7 billions si c'est la traduction française, je ne suis même plus sûr du chiffre, enfin bref, ce qui est au-dessus de milliards d'euros de transactions, ce qui, et ça pour le coup je suis sûr du chiffre, contribuerait à augmenter le nombre de relations contractuelles et de relations économiques à travers le monde de plus de 5%. Donc c'est tout à fait énorme. Et si effectivement il y a des problèmes de droit de la concurrence au sein même de la blockchain qui sert comme infrastructure pour toutes ces transactions que je viens de citer, on comprend bien effectivement qu'il y a un impact sur la société qui est énorme. Le deuxième impact des smart contracts concerne non pas la blockchain elle-même et la façon dont elle fonctionne, mais notre monde réel, l'espace physique. Et par exemple, je peux prendre un exemple très concret. Si deux supermarchés décident d'utiliser des smart contracts pour augmenter le bien de leurs produits ou potentiellement pour augmenter le bien de certains produits, par exemple des bières entre 19h et 20h dans le supermarché, effectivement, on peut comprendre que les entreprises, en utilisant des smart contracts, des algorithmes, puissent mettre en œuvre des ententes qui soient beaucoup plus avantageuses pour ces entreprises et qui permettent d'extraire beaucoup plus de ce qu'on appelle le surplus, c'est-à-dire du bien-être du consommateur. Donc il y a vraiment ces deux aspects, d'un côté organisation de la blockchain, de l'autre côté organisation du monde réel, pour lesquels je pense les smart contracts sont une technologie très intéressante, mais aussi très dangereuse. D'accord, merci beaucoup pour cette première réponse. Vous parliez juste avant des éventuelles difficultés, des dangers que effectivement ces smart contracts pourraient causer. Je pensais effectivement, par exemple, au fait que cette nouvelle technologie qui pourrait permettre d'éviter un certain traçage d'inventaire, par exemple, qui serait de nature à être à rendre plus difficile les enquêtes menées par les autorités de concurrence. Vous parliez aussi des ententes qui pourraient devenir plus avantageuses éventuellement entre entreprises. Au regard de cela, qu'est-ce que vous, aujourd'hui, vous pourriez proposer concrètement pour réguler cette technologie? En réalité, alors, pour réguler la technologie, et ça fait référence encore une fois à ma philosophie, donc c'est un avis très personnel, mais je pense qu'il serait bon que les autorités de concurrence et les communautés de blockchain travaillent main dans la main. J'ai été très surpris de voir, en me rendant à de nombreuses conférences, notamment à Paris, des petits, c'est pas vraiment des conférences, mais des réunions meet-up de développeurs de blockchain, de voir qu'en réalité, ils souhaitaient éviter, je les cite, d'être ubérisés. Et en fait, ils n'entendaient pas ubériser au sens de ce qu'on appelle l'économie de partage, etc. Mais ils entendaient ubériser au sens de ce qui est arrivé à Uber en Californie, c'est-à-dire je mets un service sur le marché et ensuite le régulateur vient et me dit en fait votre service n'est plus tout à fait légal. On a eu pareil en France d'ailleurs, Uberpop n'existe plus. Et ces communautés blockchain veulent éviter cela parce que finalement c'est beaucoup d'investissement, de temps et d'argent pour rien. Et donc elles sont prêtes à travailler avec les régulateurs pour voir comment elles peuvent designer leur blockchain, non pas pour éliminer toutes les pratiques anticoncurrentielles. Si vous avez vu le film Manowitz Report, vous savez que ça finit pas bien quand on essaie d'empêcher des pratiques illégales d'être commises, mais pour en tout cas pousser les utilisateurs de la blockchain dans une direction qui soit la bonne.
Et je pense que pour le régulateur, il y a aussi intérêt, effectivement, à utiliser la technologie. On sait qu'en droit de la concurrence, les autorités à travers le monde détectent entre 10 et 15% des pratiques anticoncurrentielles. Ce qui veut dire que 90% ne sont pas détectés. Si ces 90% avaient lieu et prenaient place sur une blockchain, potentiellement, certaines d'entre elles seraient empêchées. Donc, je pense qu'il y a vraiment un intérêt à ce que l'une fonctionne avec l'autre. Mais pour être encore plus concret pour les autorités de concurrence, dès aujourd'hui, à mon sens, la priorité n'est pas à réguler la technologie. 1, on la comprend mal. 2, elle évolue tous les jours. Encore ce matin, l'Ethereum annoncé passer sur du proof of stake. Enfin bon, bref, on rentre dans des considérations techniques absolument colossales. Mais en réalité, ce qu'elles peuvent faire, c'est de commencer dans le monde réel, parce qu'effectivement, si 2 entreprises utilisent une blockchain et des smart contracts pour augmenter leur prix, elles vont le faire mieux, à mon sens, que sans une blockchain et sans smart contract. Mais quel va être l'effet de cela? L'effet, ça va être que le prix va augmenter. Et le prix, on peut le voir quand je vais acheter quelque chose. Je reprends mon exemple des bières dans un supermarché. Je peux voir que le prix de la IPA que j'aime bien acheter a doublé. Et les autorités de concurrence, ça, elles peuvent le voir. Donc, si les autorités de concurrence commencent dans le monde réel pour ensuite se rendre dans le locaux des entreprises, voir si effectivement elles utilisent des smart contracts, etc., elles ont possibilité non pas de réguler la technologie, mais de commencer par la fin de la pratique et ensuite de remonter toute finalement la chaîne ayant permis l'entente. Ça implique bien entendu que les autorités de concurrence aient les moyens pour le faire. Et là, je parlais d'autorités de concurrence, mais on pourrait parler d'autorités de délivrance des brevets, on pourrait parler de la CNIL, de protection de la vie privée, etc. C'est pareil pour toutes. Il faut qu'elles aient les moyens de pouvoir finalement engager des enquêtes elles-mêmes. Or, on sait qu'elles ne l'ont pas. En tout cas, pour les autorités de concurrence, 90% de toutes leurs affaires sont ce qu'on appelle réactives. C'est-à-dire qu'elles attendent qu'une des entreprises vienne les voir en disant « j'ai fait quelque chose d'illégal, est-ce que s'il vous plaît, parce que je viens de vous le dire, vous pouvez me donner une petite réduction de l'amende ». 90% des affaires fonctionnent comme ça, mais avec la blockchain, à mon sens, on va avoir de moins en moins d'entreprises qui vont aller se dénoncer elles-mêmes aux autorités et il va falloir qu'elles soient de plus en plus proactives et pour ça, il faut qu'elles aient les moyens. Mais bon, pour expliquer tout ça à des parlements et qu'effectivement, il faut augmenter le budget des autorités parce qu'il y a des smart contracts, bonne chance, à mon avis, ça ne va pas être chose aisée. C'est vrai qu'il y a un vrai problème, comme vous le dites, peut-être sur le point de vue de la politique de clémence, puisque les smart contracts, de toute façon, ne pourront pas se dénoncer aux autorités. Donc, il y a un peu une espèce de fonctionnement dans un vase clos. Et pour rebondir un petit peu sur ce point-là, c'est vrai que traditionnellement, en droit de la concurrence, on distingue les pratiques qui portent atteinte à la concurrence selon qu'elles sont anticoncurrentielles par effet ou par objet. Et donc, ma question, c'est dans le cas d'une pratique anticoncurrentielle par objet, est-ce que ce serait possible, d'après vous, d'imputer une intention au smart contract? Est-ce que la blockchain, le smart contract, peut avoir une intention anticoncurrentielle et si oui, est-ce qu'il faut l'imputer au smart contract en tant que tel ou alors peut-être à la personne qui a développé l'algorithme ou à l'entreprise? Comment est-ce qu'on pourrait imputer l'intention? Alors ça, c'est une question qui sort un tout petit peu du strict cadre de blockchain et concurrence, qui fait appel plus à intelligence artificielle ou algorithme et concurrence. Effectivement, il y a beaucoup de travaux sur cette question, c'est très intéressant. Oublions la blockchain, parce que je pense que ça va être plus facile. Admettons 2 entreprises qui utilisent un algorithme pour augmenter leur prix. Qui est responsable de ça? Et effectivement, on peut voir, il y a 2 options qui se dégagent plutôt clairement aujourd'hui. Une qui consistera à dire c'est l'entreprise qui utilise l'algorithme. Après tout, c'est elle qui bénéficie des effets de cette entente, donc ça doit être elle qui en est responsable. L'autre possibilité est de dire c'est l'entreprise qui a designé l'algorithme. Alors bien sûr, ça peut être la même que celle qui l'utilise, mais pas forcément. Les 2 ont des défauts. Et il y a une 3e thèse qui paraît aujourd'hui complètement farfelue, mais qui, à mon avis, ne le sera peut-être pas tellement dans les années qui viennent, et c'est plus ou moins ce que vous avez évoqué, qui est finalement de punir l'algorithme lui-même. Alors, on peut vraiment aller dans de la science-fiction, et certains le pensent d'ailleurs, en pensant qu'en punissant l'algorithme,
si l'algorithme a des émotions et tout un système de neurones derrière qui lui permet de comprendre qu'une punition, ce n'est pas quelque chose d'agréable, etc., l'algorithme potentiellement pourrait s'empêcher lui-même de réaliser la pratique. Mais pour parler un tout petit peu moins de science-fiction, on sait effectivement développer des algorithmes, ce qui s'appelle en anglais de Deep Neural Network. Et en fait, ils ne sont pas encore utilisés ni par Google, ni par Apple, ni par Amazon, etc., mais ils fonctionnent en laboratoire. Ces algorithmes, à la place, un algorithme classique, vous lui donnez et une entrée et une sortie, et vous lui dites « apprends de ce mécanisme ». Donc, vous lui donnez des photos de chats et de chiens, vous lui donnez un résultat, et vous lui dites « tu vois, ça c'est un chien, ça c'est un chat, donc par le futur, tu sauras toi-même détecter le chien, le chat ». Un système de Deep Neural Network, en fait, fait des allers-retours. C'est-à-dire qu'entre l'entrée et la sortie, il fait des allers-retours en permanence. Et s'il fait une erreur, il apprend de son erreur et donc corrige finalement son processus d'apprentissage lui-même. Et là, on peut penser effectivement que si je punis un algorithme parce qu'il s'est entendu avec un autre algorithme, il apprenne de cela pour la prochaine fois s'empêcher d'entendre avec un autre algorithme. C'est une hypothèse qui est finalement pas si farfelue que cela, en tout cas qui semble être envisageable et qui peut effectivement s'appliquer dans le cadre de la blockchain. Mais pour l'instant, on en est encore loin. Les smart contracts sont pour l'instant designés entièrement par des humains. Alors, on peut céder de services si on ne sait pas exactement comment les coder, mais au final, il y a bien un humain qui est derrière. Et donc, on n'est pas encore, en termes de combinaison intelligence artificielle et blockchain, pour l'instant, on en est encore loin. Donc, la question ne se pose pas, mais à mon sens, c'est une question qui est fondamentale. Et alors, sans vous parler, bien sûr, de protection des droits fondamentaux, de charge de la preuve, etc., ça risque de bousculer le droit. Pour ce qui est vraiment du strict droit de la concurrence, effectivement, on a des restrictions par objet et par effet. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers avec ce concept, c'est une fois encore pas très compliqué, en tout cas en théorie. Une restriction par objet, c'est une pratique dont on sait, à cause de notre expérience, que généralement, ou très généralement, elle est mauvaise pour le consommateur. Pour ce qui est attrait à la blockchain et au smart contract, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'a pas suffisamment de recul pour savoir dans quelle situation ils sont bons ou mauvais pour le consommateur. Donc, il y a quand même très fort à parier que ça serait très surprenant qu'une autorité de concurrence ou une cour utilise le concept de restriction par objet dans une des premières affaires qui traiterait de blockchain et de smart contracts. Donc ça, c'est une fois encore pour ce qui est du droit de la concurrence et de son évolution interne. Si je résume, en fait, ça ne serait pas vraiment de la science-fiction de penser que peut-être qu'à l'avenir, on pourra au moins en partie imputer la responsabilité à peut-être au smart contract. Mais c'est vrai que ça pose tout un tas de problèmes, notamment la responsabilité pénale, puisque voilà, la responsabilité pénale a pour objectif de peut-être, enfin, il y a plusieurs objectifs, mais notamment d'empêcher de futurs comportements. Et puis il y a tout un aspect peut-être moral à la punition. C'est vrai qu'on a peut-être du mal pour l'instant à imaginer peut-être la peur que puisse avoir un smart contract après une punition et que voilà, le smart contract arrête son comportement anticoncurrentiel. C'est vrai que c'est peut-être tout un domaine qu'il faudra explorer par la suite. Je crois que Léa avait une question. Oui, est-ce que vous pourriez repréciser la première partie de votre théorie sur le fait que la blockchain et le droit de la concurrence avaient un même objectif qui était de décentraliser le pouvoir pour être sûr de bien comprendre Oui, bien sûr. à quoi vous faites référence. Donc le droit de la concurrence européen est en fait plus ou moins similaire au droit américain qui a été introduit au niveau fédéral par le Sherman Act en 1890. Et on a d'ailleurs tous les registres du Congrès américain qui font transposition de toutes les discussions à l'époque au Congrès américain. Et on comprend bien qu'effectivement, la volonté, c'était notamment de contrer le pouvoir d'une entreprise qui, à l'époque, était très importante, la Standard Oil, qui était une entreprise pétrolière. Et l'idée était de dire, il faut finalement que le processus soit décentralisé. C'est-à-dire, il faut que l'ensemble des entreprises puissent, si elles le veulent, entrer sur le marché et ensuite gagnera qui gagnera et la meilleure entreprise gagnera. Et si au final, il ne reste qu'une seule entreprise, très bien, ce n'est pas problématique en soi. En revanche, ce qui est problématique,
c'est lorsqu'il est impossible pour les autres entreprises d'essayer à leur tour d'entrer sur le marché et de proposer un service, un produit meilleur, moins cher, etc. Donc ça, c'est la logique du Sherman Act. En droit européen de la concurrence, on a la même logique, c'est-à-dire qu'il faut que le processus soit décentralisé, il faut qu'en gros, chacun ait sa chance, et puis une fois encore, si au final, il reste 4 entreprises sur le marché, très bien, s'il en reste qu'une seule, très bien aussi. La blockchain a une logique qui est plus ou moins similaire, puisque la blockchain, une fois encore, est une architecture. C'est-à-dire que la blockchain n'a pas un objectif précis qu'elle souhaite atteindre, mais l'objectif en quelque sorte et ce pourquoi la technologie a été créée, et ça on le voit très bien dans les forums des années 2000 qui discutaient ce qui ressemblait plus ou moins à une blockchain, et dans les discussions actuelles de la communauté, l'idée était, une fois encore, de décentraliser le pouvoir économique. On a beaucoup entendu dire que la blockchain enlevait les intermédiaires. Je pense que c'est vrai dans une certaine mesure, mais en tout cas, c'est bien la logique. Il faut que 2 individus puissent directement entrer dans une transaction entre eux sans qu'une banque se trouve au milieu, sans qu'un État se trouve au milieu, etc. Et une fois encore, la blockchain a la même logique, c'est-à-dire que si au final de cette architecture qui est décentralisée par nature émergent quelques entreprises ou quelques blockchains seulement parce qu'elles sont meilleures, très bien, ce n'est absolument pas problématique, mais il faut une fois encore qu'il soit possible pour tout développeur, tout utilisateur d'une blockchain, potentiellement d'en développer une. Donc la logique est similaire, le droit de la concurrence est très centré sur le consommateur, la blockchain n'est pas centrée que sur le consommateur, elle est centrée sur l'ensemble de la société, mais pour autant, les deux ont des objectifs, à défaut d'être strictement similaires, qui véritablement fonctionnent l'un avec l'autre. D'accord, merci, je vois. Et j'avais une autre question. Alors, je ne sais pas si c'est bien lié au sujet, mais sur la différence entre private et public blockchain, et si laquelle on utilise dans ce domaine du coup. Alors, généralement, lorsqu'on utilise le mot blockchain, sans préciser de quelle blockchain on parle, il y a de fortes chances, et ça a été mon cas aujourd'hui, et c'est mon cas pour l'ensemble des conférences sur le sujet, qu'on parle de ce qu'on appelle des blockchains publiques et aussi permissionless, sans permission. Ce que ça veut dire, c'est 2 choses. Ça veut dire que, 1, tout le monde peut accéder à la blockchain, c'est-à-dire voir quelles sont les informations, l'utiliser, mettre des smart contracts, etc., etc. Ça, c'est l'aspect public. L'aspect permissionless fait référence au fait que chacun peut, s'il le souhaite, être ce qu'on appelle un mineur ou un validateur. Ce sont ces utilisateurs qui valident les transactions au sein de la blockchain. Et donc, généralement, lorsqu'on parle de blockchain, et c'était l'idée de Satoshi Nakamoto en introduisant la blockchain Bitcoin, que chacun puisse effectivement acheter du Bitcoin s'il le souhaite, vendre ses Bitcoins, valider les transactions Bitcoin, etc. C'est développé un tout petit peu plus tard les blockchains privées, où la logique est finalement un peu différente. Et pour tout vous dire, on l'entend moins, mais on a entendu que les blockchains privées n'étaient en réalité pas des blockchains. Je n'étais pas convaincu par l'argument, mais plus je lis, plus j'y pense, plus en réalité je me dis qu'il y a quand même du vrai dans cet argument, puisqu'une blockchain privée est une blockchain dans laquelle un ou plusieurs utilisateurs peuvent choisir qui entre dans la blockchain, qui l'utilise et qui peut valider les transactions au sein de la blockchain. Et ça, ces autorisations-là peuvent être changées à tout moment. Et c'est là où ça m'a fait penser, bien entendu, une fois encore biaisé parce que c'était mon sujet de thèse, mais à l'innovation prédatrice, c'est-à-dire je modifie ma blockchain, non pas pour l'améliorer, mais pour éliminer certains de mes concurrents qui pourraient utiliser ma blockchain. Donc on a un peu ces 2 types de blockchain. Il semblerait logique, si des entreprises veulent s'entendre, qu'elles utilisent une blockchain privée, parce que les autorités ne pourraient même pas aller voir ce qui s'y passe, ce qui de toute façon serait très compliqué à comprendre puisque tout est chiffré. Mais bon, après tout, pourquoi pas ajouter une sécurité supplémentaire et utiliser une blockchain privée. Cela dit, la blockchain publique a d'autres caractéristiques qui sont avantageux pour des pratiques anticoncurrentielles, notamment le fait qu'il y ait des dizaines de millions, voire pour certaines blockchains de milliards de transactions qui sont réalisées sur des blockchains publiques. Donc, si j'y fais quelque chose d'anticoncurrentiel, potentiellement, ça peut être davantage noyé dans la masse. Donc, voilà un peu la distinction. Elle est très intéressante. Et d'ailleurs, pas que pour le droit de la concurrence, pour la protection des données aussi, pour la propriété intellectuelle, pour tout ce qui est évasion fiscale. Enfin, à mon sens, la distinction fait sens.
et risque de gagner du terrain. Et on voit très clairement que ni l'une ni l'autre ne prend le pas sur l'autre. Les communautés sont opposées. Les blockchains privées, on a l'Hyperledger qui est développé par IBM de mémoire, Corda, on en a d'autres qui sont soutenus par les banques et les gouvernements. Et les blockchains privées, les blockchains publiques continuent par ailleurs à se développer aussi très fortement. Donc on risque de se trouver avec un écosystème vraiment avec ces deux types de blockchains et des caractéristiques différentes. Ok, d'accord. Je me permets de rebondir sur la question de l'intelligence artificielle. Est-ce que l'on pourrait, par exemple, imaginer une utilisation d'une IA pour apprécier, par exemple, la substituabilité d'un produit lorsque l'on veut apprécier le marché pertinent, parce qu'on sait que c'est très casuistique, ça prend beaucoup de temps, la commission mène souvent des enquêtes et ça reste très hypothétique. On se dit, s'il y a une hausse des prix, est-ce que justement, à l'aide des informations contenues dans une blockchain, est-ce que justement on pourrait utiliser une intelligence artificielle qui pourrait faire des sortes de simulations du comportement des consommateurs? Et dans l'affirmative, quelle serait la valeur probante de ce test? Alors, vous posez toutes les questions qui risquent d'animer mes prochaines années de recherche. Effectivement, c'est le projet dont je vous parlais que je vais annoncer incessamment sous peu au sein de l'université de Stanford. Et pour tout vous dire, je lisais encore ce matin des articles là-dessus. J'ai un d'ailleurs qui est juste derrière cette page Zoom qui s'appelle Regulating by Robots, qui a été publié au Georgetown Law Journal et qui parle de ces problématiques. Effectivement, c'est l'idée. C'est-à-dire l'idée de dire on peut utiliser l'intelligence artificielle, les algorithmes, la blockchain, d'autres technologies, afin, en quelque sorte, alors là, vraiment, je suis dans le cliché, mais en tout cas, c'est l'idée, de transformer toutes nos présomptions, c'est-à-dire on pense que le produit est substituable, on pense que la pratique est mauvaise pour le consommateur, etc., en quelque chose qui, effectivement, soit plus ou moins empiriquement prouvé. Alors, au début, on va tâtonner. À mon sens, c'est la direction dans laquelle on va et finalement, on n'a pas le choix. On ne peut plus se contenter d'avoir des entreprises de la big tech qui utilisent des algorithmes très sophistiqués et des autorités de concurrence qui en utilisent quasiment aucun. À mon sens, au bout d'un moment, ça ne fonctionne plus. Pour les autorités de concurrence, il me semble, et c'est ce que vous venez de décrire, que la logique serait d'utiliser des technologies pour vérifier des informations qui sont déjà des informations présentes, plutôt que pour faire véritablement de la prédiction sur une période de 5 à 10 ans. Mais pour étudier la substituabilité de deux produits, c'est-à-dire est-ce qu'un consommateur achète d'acheter un produit à la place d'un autre, effectivement, on peut penser que ces technologies, d'ores et déjà, puissent servir aux autorités de concurrence à mieux comprendre les marchés. C'est un peu le sens d'une proposition qu'on a fait avec Nicolas Petit, qui est professeur à l'université, l'Institut universitaire européen à Florence, en disant finalement ce que font les autorités de concurrence, c'est qu'elles étudient la substituabilité de deux produits et parfois, il est vrai, elles considèrent la concurrence potentielle. Ce qu'elles font en réalité, c'est qu'elles disent Amazon et Google, ok, ce sont deux produits pour les produits phares différents. Mais il est vrai que Amazon pourrait un jour introduire un service qui fasse concurrence à Google et vice-versa. Elles disent qu'elles le prennent en compte. On ne le voit pas trop dans la pratique décisionnelle, mais en tout cas, c'est dit et c'est quelque chose auquel elles réfléchissent. Ce à quoi elles ne réfléchissent, en tout cas peut-être qu'elles y réfléchissent, mais on n'en trouve aucune trace dans la littérature, c'est de prendre en compte la concurrence non substituable. C'est-à-dire lorsque j'ai deux produits qui sont non substituables, c'est-à-dire le consommateur veut utiliser les deux produits en même temps, est-ce que finalement l'un de ces deux produits ne peut quand même pas impacter la concurrence et l'adoption de l'autre produit? Et ça, avec l'intelligence artificielle, effectivement, en étudiant par exemple les comportements de consommateurs, on pourrait voir effectivement qu'a priori Facebook et TikTok sont deux services différents et que les consommateurs peuvent choisir d'utiliser et Facebook et TikTok, mais on peut aussi comprendre que si un utilisateur utilise TikTok, et bien finalement il finit par moins utiliser Facebook, et bien qu'il ne soit pas véritablement substituable, TikTok quand même réduit la part de marché de Facebook. Donc effectivement, c'est tout l'enjeu d'utiliser les technologies au sein des autorités, ce qui, par ailleurs, je me permets de le dire, bénéficiera bien entendu aux autorités de concurrence, mais aussi aux entreprises. C'est-à-dire qu'elles auront des décisions de justice dans lesquelles on éliminera une partie des erreurs de type 1 et des erreurs de type 2.
Et au final, qui en bénéficiera? C'est vous et moi, c'est-à-dire l'ensemble des consommateurs. Donc, véritablement, je pense que c'est un sujet sur lequel tout le monde gagne à y travailler. Et c'est ce pourquoi je souhaite m'y engager dans les années qui suivent. Merci beaucoup Thibaut pour cette réponse éclairante. On approche déjà de la fin de l'entretien. Pour conclure, est-ce que vous auriez peut-être des conseils à donner aux jeunes étudiants qui souhaitent poursuivre une carrière en tant que chercheur en droit des affaires ou en droit de la concurrence? En tant que chercheur, j'ai 2 conseils. Le premier conseil, c'est de lire le plus possible. On le sait, et c'est des informations qui sont publiques, mais les grands PDG, Elon Musk, en son temps Steve Jobs, etc., lisent plus ou moins un livre par semaine ou toutes les 2 semaines. Et s'ils sont capables de le faire, je ne vois pas pourquoi on ne serait pas capable de le faire aussi. Donc vraiment, c'est mon premier conseil. Et sur la lecture, c'est très bien, à mon sens, de lire les décisions de la Cour de justice, de l'autorité de la concurrence, de la Commission, et de se tenir au courant, parce que c'est le cadre dans lequel on travaille. Mais à mon sens, la priorité, c'est véritablement de comprendre le sujet sur lequel on souhaite faire de la recherche par un autre prisme que le simple prisme juridique. Et par exemple, pour tous les sujets dont on a parlé aujourd'hui, des nouvelles technologies, ça veut dire lire medium.com, ça veut dire lire les Substack, qui sont les newsletters qui sont rédigés par la communauté tech, lire TechCrunch, pour la blockchain, aller voir Coindesk, le Cointelegraph, Decrypt, etc., pour comprendre quelles sont les problématiques des communautés que l'on souhaite réguler et aider finalement par le droit. Ça me semble être une des priorités. Donc, une fois encore, lire. D'ailleurs, j'ai listé il y a peu sur leconcurrentialiste.com les newsletters qui intéressent les gens qui veulent faire de la recherche en droit de la concurrence et aussi les podcasts. Donc, c'est peut-être une piste pour commencer. Et mon deuxième conseil, c'est de trouver des stages, d'essayer un peu de mettre les mains dans le cambouis. Il y a certains professeurs de droit qui se sont fait remarquer, et je trouve ça admirable, alors que c'était des professeurs très établis, mais qui ont réalisé des stages au sein de la Commission européenne parce qu'ils n'avaient pas d'expérience pratique et qui voulaient comprendre de l'intérieur le processus décisionnel d'une institution. Ça peut être une institution, ça peut être une entreprise, ça peut être commencer à travailler pour une start-up. Si vous n'avez aucun contact dans le milieu, ce qui était mon cas quand j'y suis arrivé, je pense qu'il y a des moyens pour rentrer en contact avec ces communautés. Meetup, ça me semble être un moyen. Il y a peut-être d'autres applications qui font ça, mais qui permet de rentrer au contact de ces communautés. Et en réalité, on se rend compte qu'elles sont beaucoup plus ouvertes qu'on ne le pense. Et les juristes qui sont prêts à faire la démarche d'aller vers elles, je pense, seront accueillis les bras grands ouverts. Donc, il y a vraiment ces 2 piliers. Mais par contre, à mon sens, publier quelque chose ou commencer une recherche sans avoir lu l'ensemble de la littérature sur le sujet de recherche, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Donc, ça veut dire qu'il faut bien déterminer le sujet de recherche, se poser une question qui semble infime, mais pour laquelle une réponse véritablement fera avancer la science. Et une fois que la bonne question est posée, lire l'ensemble de la littérature, essayer de mettre un peu les mains dans le cambouis. Je pense que c'est vraiment 2 piliers fondamentaux pour des chercheurs, en tout cas pour ce qui concerne le droit de la concurrence, les nouvelles technologies et le droit des affaires plus largement. Le mot de la fin? Le mot de la fin, j'ai envie de dire... alors généralement, j'ai coutume de dire que lorsque je parle en conférence d'autres sujets que de la blockchain, je dis toujours le mot blockchain, histoire qu'il soit dit. Donc là, je pense que ça ne fait pas vraiment sens. Le mot de la fin, ça va être un très long mot de la fin, mais ça me fait penser à quelque chose que j'ai oublié de préciser. Il y a une excellente vidéo d'un professeur du MIT. Je vais voir si je peux vous retrouver la référence. Qui a fait une vidéo qui est disponible en libre accès sur YouTube, qui s'appelle How to Speak. Ce professeur s'appelle Henry Winston et il explique, c'est une vidéo d'1 heure, comment parler en conférence, comment conduire un cours, comment conduire une réunion. Et il donne un des derniers conseils, c'est de ne jamais finir une présentation en disant merci sur son slide. 1, parce que vous ne savez pas si les personnes vous ont écouté. Et de 2, parce qu'en fait, c'est une occasion manquée pour faire passer un dernier message. Mon dernier message, et c'est là où mon mot de la fin est vraiment un très long mot de la fin,
c'est de vous dire que si vous êtes intéressé par cette question d'utilisation des technologies pour aider les autorités de concurrence, n'hésitez pas à en rentrer en contact avec moi. Mon adresse email est disponible à peu près partout sur le web. Donc voilà, si vous êtes intéressé par ces sujets, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Et ça me concerne moi, mais ça concerne aussi vos professeurs si vous êtes étudiant. Allez vers eux, proposez vos services, proposez de les aider pour de la recherche. La plupart d'entre eux vous trouveront toujours quelque chose à faire qui sera utile non seulement pour leur recherche à eux, mais aussi pour votre compréhension du sujet. Donc, soyez proactifs et ne pensez pas que ça peut être mal perçu ou mal reçu. Quand vous offrez vos services à quelqu'un, c'est très rarement le cas. Donc, voilà mon très long mot de la fin. Très, très long mot de la fin.